Bonjour à tous. Suite à la question de l'un d'entre vous, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir mettre en place un système de point and click, comme on peut donc le retrouver dans les jeux type point and click, pour pouvoir déplacer le personnage à l'endroit du clic. Et pour cela, on va utiliser Bolt pour coder le système sans avoir besoin d'écrire du C Sharp. Alors la technique que je vais vous montrer aujourd'hui fonctionnera aussi bien en 2D qu'en 3D. Moi je vais vous montrer ça pour la 2D parce que la plupart des jeux point and click sont en 2D. En revanche, on va travailler sur une scène 3D puisque je vais tirer parti de la profondeur pour vous montrer notamment comment jouer avec les perspectives. Bon, déjà, si vous avez besoin, vous pouvez télécharger une image, par exemple sur OpenGamArts, pour justement avoir cette perspective dans votre scène. Ça vous permettra d'avoir ceci. Et notre caméra, on va la mettre en orthographique. L'image, on va la mettre un peu plus grande. Et là, du coup, vous pourrez mieux vous rendre compte de la perspective d'une scène type point and click. Alors, je vais peut-être un tout petit peu la soulever. Et c'est là-dessus que je vais travailler. Donc, je vais essayer d'utiliser des choses que j'ai sous la main dans ce projet. Donc je devrais trouver normalement des petits personnages dans ma liste d'assets. Et dans mon dossier des ennemis, j'ai un truc ici qui fera parfaitement l'affaire. Vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez. Moi je vais utiliser ça et ça sera très bien. Dans le Order in Layer, je vais mettre un pour qu'il soit devant l'arrière-plan. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le placer au sol à un endroit pas trop mal. Par exemple ici, on va dire au niveau de la porte. Et mon personnage, que je vais contrôler justement à la souris, va démarrer ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un objet de collision pour pouvoir détecter le clic. Alors déjà, je regarde juste que j'ai pas d'objet de collision là-dessus, c'est bon, et que j'en ai pas là-dessus, c'est bon. Je vais maintenant faire GameObject 3D Object et je vais prendre un quad. Et le quad, ça sera mon objet de collision. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrandir un peu, comme ceci. Je vais avoir une taille raisonnable pour détecter le clic. Je vais l'incliner, on va dire, de par exemple 45 degrés. Et je vais le positionner, vous voyez, au niveau du sol, que ça corresponde bien au niveau du sol sur l'image derrière. Donc là, ce que je fais, c'est juste que je mets un collideur en fait, hein. Je mets juste un collideur qui sera capable de gérer justement les collisions entre, enfin, de détecter plutôt le clic souris. Le clic souris va s'arrêter sur ce collideur et du coup mon personnage ici va pouvoir se placer sur le sol à l'endroit du clic. Donc maintenant que mon collideur est correctement placé, je pense que là on n'est pas trop mal, je vais juste désactiver son Mesh Renderer parce que j'ai pas besoin de le voir, j'ai juste besoin d'avoir l'objet de collision. Je vais cliquer sur le monstre et sur le monstre je vais ajouter un objet vide, GameObject Create Empty. Cet objet vide pour le voir je vais mettre juste une étiquette. Je vais mettre en vue de côté et en vue 2D et mettre l'étiquette au niveau du sol. Ça sera la base de mon personnage. Et lorsque je vais cliquer quelque part, c'est la base qui se déplacera là où j'ai cliqué. Du coup, mon personnage ici, je le fais glisser dans cet objet vide. Et cet objet vide, je vais l'appeler par exemple Player. Donc là, je suis pas trop mal, ma scène est plutôt bien configurée. On a juste besoin du personnage et du collideur. Et là, normalement, on est bon pour commencer à travailler. Je clique donc sur mon player et sur ce player je vais lui ajouter un component et je vais rechercher flow machine pour créer un nouveau flow machine. Donc c'est une macro, je vais faire new et je vais l'appeler demo point click. Je valide et là je vais pouvoir commencer à coder avec Bolt. Donc je vais prendre un peu plus d'espace ici pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Alors, la première chose que je vais faire, c'est coder la détection du clic de la souris. Pour cela, je me mets dans mon update. Et dans mon update, ce que je vais faire, c'est un nouveau nœud qui sera on mouse, ou plutôt get button. 'Fin,
getMarks button, voilà. Input getMarks button. D'ailleurs, on peut même prendre input getMarks button up, ça sera beaucoup plus approprié parce que ça va se déclencher au relâchement du clic. Donc input getMarks button up va se déclencher lorsqu'on va cliquer, et moi ce que je veux tester c'est le bouton 0 qui correspond au clic gauche. Alors ce que je vais faire c'est une branche. Je vais faire une branche ici qui va se déclencher si cette valeur-là est égale à true. Donc en gros, on teste en permanence le clic de la souris, mais il ne se passe rien. Par contre, dès qu'on va cliquer, que l'événement va bien être déclenché, on va passer dans la branche et on va être dans le vrai, et donc on va pouvoir exécuter nos opérations. Alors moi, ce que je veux, c'est faire un raycast. Donc là, je le trouve pas. Si, ils sont là, physics.raycast. Et celui que je recherche, c'est physics.raycast ray max distance. Je vais utiliser celui-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, un rayon, c'est quelque chose d'assez complexe qui a 6 valeurs, 6 variables. Ça prend donc l'origine et la destination du rayon. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le définir manuellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le récupérer automatiquement à l'aide de la fonction screen point to ray. Et on va prendre celui-ci avec juste la position. Donc je vais mettre mon nœud ici. Au niveau de la caméra, on attend une caméra ici en valeur. Ce que je vais faire, c'est caméra.main. Caméra.main qui correspond à la caméra principale de notre programme. Donc ce que je veux, c'est que mon rayon parte de la caméra principale. Et quelle est la direction? Eh bien la direction, ça sera mouse position.get. Je vais récupérer la position du clic et ça va envoyer un rayon depuis la caméra vers la position du clic. Et tout ça, ça va nous générer un rayon ici que l'on récupère et que l'on va pouvoir utiliser par là. Au niveau du max distance, je vais mettre quelque chose comme par exemple 1000 pour avoir suffisamment de distance pour que mon rayon percute quelque chose. Donc voilà pour ce début de programme. On va juste retourner dans Unity parce que maintenant je vais avoir besoin de travailler avec une variable. Donc je vais me mettre dans mon graphe variable par exemple, et là-dedans je vais créer une variable que je vais appeler dest. Dest pour destination, et ma destination ça sera un vecteur 3. Ça sera un vecteur 3. Donc on est dans un jeu 2D, mais mon vecteur c'est un vecteur 3 parce que ce que je vous montre ici, ça sera compatible aussi bien en 2D qu'en 3D. D'ailleurs, mon jeu est en 3D. Même si le rendu final, le visuel est en 2D, mon jeu est en 3D. Et d'ailleurs, le plane sur lequel je vais cliquer est en 3D. Donc, je choisis un vecteur 3. Voilà, donc là, je pense qu'on est bon. Je retourne dans le code. Et ce que je vais faire une fois que j'ai mon raycast qui a été calculé, c'est faire un set graph variable. Je vais faire un set graph variable pour définir une nouvelle variable qui sera destination et qui prend en entrée un vecteur 3. Donc l'idée, ça va être de récupérer la position où le raycast est rentré en contact avec notre plane. Donc la position du clic, hein, en gros c'est la position du clic, puisque lorsqu'on va cliquer, on va envoyer un rayon à partir de la caméra, et ce rayon va percuter le plane là où on a cliqué. Et donc l'idée c'est de récupérer cette position pour transmettre la position à notre variable. Et je me rends compte qu'il nous manque quelque chose ici. C'est pas le bon raycast que j'ai utilisé, parce que moi j'ai besoin d'avoir le raycast hit. Donc je vais vous montrer ça. C'est raycast. Alors moi j'ai pris quoi? J'ai pris ray et max distance. Et ce qu'il me faut c'est ray. Hit info max distance, c'est plutôt celui-ci qu'il me faut. C'est la même chose qu'en dessus, c'est exactement le même, sauf que ici, comme vous pouvez le constater, j'ai le hit info qui, comme son nom l'indique, est l'information sur le hit, donc sur l'endroit où le rayon a percuté un objet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça
comme ceci, je vais remplacer ça comme ceci, et là, comme ceci. Celui-ci, je peux le supprimer, puisque maintenant on l'a remplacé par celui-ci. Et le problème, c'est que mon hit info, c'est un hit info. C'est pas un vecteur 3. Et ici, on attend un vecteur 3. Donc, ce que l'on doit faire, c'est transformer ce hit info en vecteur 3. Donc, je vais voir ce qu'il y a dans raycast hit, et puis on va regarder. On a par exemple le point. Point get qui nous renvoie un vecteur 3. C'est marqué en dessous dans la documentation. Donc, je vais prendre ça. Je vais faire un point get de celui-ci. Et là, je vais lui mettre le vecteur 3 que l'on aura récupéré. Donc, en résumé, on détecte le clic. Et dès qu'on est dans le clic, on récupère toutes les infos sur le raycast pour connaître la position cliquée et on stocke dans notre variable la position qui a été cliquée. Donc tout ce qu'on fait là, c'est que l'on stocke dans une variable la destination souhaitée par l'utilisateur. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est une branche pour le false, et dans le false, on peut faire un truc du style transform, on va faire un position 7. Voilà, on va faire un position 7 pour définir une position pour le transform. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que ce qu'on veut ici, c'est récupérer la position vers laquelle on doit aller, qui sera notre destination. Alors, au lieu de faire un transform position 7 directement, ce qui mettrait instantanément le personnage à la position, on va faire un move towards vecteur 3. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai besoin, c'est plutôt celui-ci, avec le current target et max distance delta. Voilà, donc on va faire un move toward qui est une fonction qui agit sur le transform et qui fait en sorte que le transform se déplace progressivement vers la position souhaitée. Current, c'est la position actuelle, target, c'est la position cible, max distance delta, c'est une fonction, enfin c'est une valeur qu'on va pouvoir faire varier pour modifier, disons, un petit peu cette vitesse de transition. Alors on va faire dans l'ordre. Le current, qui est la position actuelle, ça c'est super facile, c'est transform.position.get. Tout simplement. Et là, on lui passe déjà la bonne valeur. La target, c'est facile également. La target, c'est la destination. Mais la destination, on la connaît, c'est un get graph tout simplement. C'est un get graph variable. Et ce qu'on va récupérer, c'est juste la destination. Donc notre target, on la connaît et on sait de où on part et vers où on va. Donc ça, on le sait. Le max distance delta, en revanche, on va avoir un petit peu de mal à le faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ça, disons, par ici, parce qu'on va avoir besoin d'un petit peu de place. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner là et je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler speed, par exemple. Speed qui sera un float et qui sera égal à 5, on va dire. Voilà, ça va me permettre d'avoir une variable vitesse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un multiply pour multiplier deux valeurs. Voilà. Alors, j'ai besoin d'encore un petit peu plus d'espace, donc on va faire ça. Et on va multiplier deux valeurs. On va multiplier time.delta time d'une part. Et on va multiplier notre vitesse. Je vais faire un get graph et je vais récupérer la vitesse. Donc ce que je fais, c'est que je multiplie notre vitesse par time.delta time, ce qui nous donne une valeur, et cette valeur, c'est celle-ci que je donne au max distance delta. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais organiser le code. Dans ça, je vais mettre récupération destination. Et là, je vais mettre aller vers destination.
Et normalement, ça devrait être pas mal. On va tester, je vais dans Unity, on va regarder immédiatement si ça fait quelque chose. Donc forcément mon personnage s'est déplacé parce que dans ma branche on le fait se déplacer. Alors il se déplace parce que la destination par défaut elle est de 000, donc il va se placer automatiquement là. Et quand je clique, j'ai l'impression que rien ne se passe. Donc enfin on voit bien que le clic se déclenche. Par contre, il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc on va devoir débugger ça. Je vais voir ce que ça donne ici. Ok, donc ma destination est toujours égale à 0. Et si je regarde une documentation de ça, on a bien la new value. La new value qui est égale à 0, donc là on n'est pas bon. Déjà j'ai l'impression qu'il y a un problème ici, c'est que ça me met un max distance de 0, donc forcément, si on envoie le rayon à 0 de distance, ça ne marchera pas puisque forcément le rayon ne touchera pas le quad. Donc je pense que ça vient surtout de là. Voilà, là ça a l'air de marcher. Ok, là on est bon. On voit bien que la position est modifiée. Et il y a un autre truc qui me gêne, c'est que par défaut le personnage se place à une position qui ne me plaît pas. Donc ce que je vais faire, c'est faire un set graph variable. Je vais définir le fait que la destination est égale à transform.position.get. Ce qui fait que normalement, au démarrage du programme, le personnage devrait rester en place. Donc je teste. Et là, ça a l'air de marcher. Ok, donc on a réussi à mettre en place un mouvement point and click, comme vous pouvez le voir. Je peux me déplacer sur la scène à peu près où je veux. Sauf que si je clique là, ah, si ça marche. Alors ça doit être un bug. Faut que je vois le quad, le mesh renderer. Non, c'est un bug, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas si... Ça me semble bizarre. Si jamais les rayons du raycast touchent le sprite, ça me semble vraiment bizarre. Donc je vais juste tester ça. Je vais voir si ça vient de là. Ok. Bon là du coup le clic est pris en compte sur partout. Ce qui est gênant hein, parce que pour un point and click on n'est pas censé avoir le clic qui est pris en compte partout, mais uniquement sur la zone cliquable. Alors je ne vais pas le corriger en live ici, parce que ça me demanderait de modifier pas mal de nœuds. Par contre la solution je vais vous la donner. Ici j'ai ma zone cliquable. Cette zone cliquable il faudrait lui ajouter un layer. Vous allez faire un add layer, vous pouvez l'appeler par exemple ground ou peu importe. Vous cliquez sur votre zone cliquable et vous la mettez dans le layer, ground. Et le truc que je ne vais pas faire qui demanderait trop de temps, c'est le raycast. Le raycast, alors on va rechercher ensemble quand même, physics et raycast. Donc nous on a pris le ray hit info et max distance. Eh bien il faut prendre exactement la même chose, sauf qu'il faut prendre le layer mask. Ce qui fait que ça va vous envoyer un rayon, mais qui sera pris en compte que pour un layer mask bien particulier. Et là on voit que c'est le layer mask 0, mais si vous regardez au niveau de votre layer, le layer ground c'est le layer 10. Donc si vous voulez que votre raycast soit pris en compte que pour le layer 10, vous mettez 10 ici, et votre raycast ne sera pris en compte que pour le sol, et du coup, seul le sol sera cliquable, et donc là vous aurez corrigé le comportement qui ne nous va pas trop ici.
Bon, voilà sur comment corriger ça. Mais ce que je voulais vous montrer, moi, c'était pas ça. C'était un truc un petit peu plus intéressant, qui est, si on veut faire quelque chose de vraiment réaliste, il faudrait que le personnage, que la taille du personnage varie en fonction de la profondeur, euh, par rapport à la perspective. Au plus on est loin, au plus on est petit, au plus on est près, au plus on est grand. Donc ça, on va pouvoir le faire, par ici. Ici, je fais mon transform.position 7, donc tout ça, ça fonctionne. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est modifier la taille de notre personnage. Alors la taille du personnage, on peut la créer ici. Je vais faire height, H-E-I-G-H-T. Je vais faire height, qui sera une nouvelle variable et qui sera un float, par exemple. Donc ça, c'est la taille du personnage. Alors d'ailleurs, je peux même mettre la valeur par défaut, hein, parce que là, on est en valeur 1. Donc par défaut, je vais mettre 1 sur ma height, si ça veut bien. Donc là, j'ai tout fait casser. Hop. Voilà. Je mets une valeur de 1 qui est notre taille initiale, notre personnage a une taille de 1, et en fonction de la distance, on va faire varier cette taille automatiquement. Donc pour faire varier cette variable, on va faire un nouveau nœud, ici par exemple, qui sera cette graph variable, et dans cette graph variable, on va faire varier la height. Alors cette height, ce qu'on va faire, c'est récupérer la hauteur du personnage en Y. Alors ça sera vecteur 3, point Y. Est-ce que j'ai le Y quelque part? Ouais, Y get. Je vais récupérer le Y de quoi? Je vais récupérer le Y de transform.position. Je vais mettre, je vais mettre là par exemple. Hop, ouais, comme ça peut être pas mal. Donc ça va me permettre de connaître la position en Y du personnage. À quoi ça sert? Position Y, c'est ça. En gros, au plus on est haut, au plus on est loin, au plus on est bas, au plus on est près. Si je me mets à cette hauteur-là, ça veut dire que je suis tout au fond de la pièce. Donc techniquement, je devrais être tout petit. Donc voilà à quoi ça va nous servir de connaître la position en Y du personnage. Alors peut-être que j'aurai besoin de modifier la hauteur initiale du personnage plus tard, mais disons que pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. Ce que je fais, c'est que je récupère sa hauteur, et ben là pour l'instant, je la stocke. Je la stocke dans une variable qui sera mise à jour du coup constamment, puisque ça va s'exécuter constamment. Donc la hauteur, je vais la connaître en permanence, et maintenant ce que je vais faire, c'est agir sur le scale du personnage. Je vais faire un transform, et là je vais rechercher local scale. Local scale, je l'ai vu passer, je l'ai perdu. Voilà, local scale 7. Local scale 7, ça va permettre de set, donc de définir le local scale. Je vais prendre peut-être un peu plus de place. Alors, le local scale, comme vous pouvez le constater, c'est un vecteur 3. Ça attend un vecteur 3. Je vais donc lui passer un vecteur 3. Et je vais prendre un vecteur 3 x, y, z. Je pense qu'on sera bon comme ça. Je vais essayer. Donc ça attend ce vecteur 3. Ce que je vais faire, c'est un subtract. Je vais faire un subtract ici, ici et ici. Alors le subtract, ça va me permettre, en gros, ça fait une soustraction. Ça va me permettre de diminuer la valeur de quelque chose par rapport à une autre valeur. C'est une soustraction, a moins b. Le fait de faire ça, ça va me permettre de diminuer la taille du personnage par rapport à sa hauteur. Donc je vais prendre une valeur arbitraire du style int, je vais mettre 1. Ça c'est la taille, disons, initiale de mon personnage, il aura une taille de 1. On va dire que c'est sa taille maximale. Donc ce que je vais faire, c'est mettre mon personnage, disons, en bas de mon écran. Parce que c'est là où il est le plus près de moi. Il ne peut pas être plus près de moi, sinon il serait en dehors de l'écran. Donc 1, c'est sa taille initiale. 1, c'est lorsqu'il est ici. Et nous allons diminuer la valeur de 1 par rapport à la hauteur. Ce que je vais faire, c'est un divide. Je vais faire une division. Je vais diviser. Alors, qu'est-ce qu'on va diviser? Je pense qu'on peut utiliser la valeur générique, ça devrait être bon.
On va diviser deux valeurs. Alors j'ai besoin de me mettre, disons, par là. Je vais diviser le getGraph variable. Donc je vais diviser la hauteur, ici, je vais me mettre là, par une valeur qui sera un float, ou plutôt un int, enfin peu importe. Je vais diviser ça par une valeur, et cette valeur, on va dire que ça sera 20. Donc la hauteur divisée par 20, si on est... faut que je vérifie. Si on est en... Oui, non, là, il y a quelque chose qui va pas. C'est que vous voyez, j'ai des valeurs négatives ici. Donc là, ça va pas me convenir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu tricher. Je vais sélectionner ça, ça. En fait, je vais tout sélectionner. Et je vais soulever tout ça un peu plus haut. Juste histoire d'avoir des valeurs positives. En fait, ça n'a rien changé visuellement, mais j'ai juste soulevé tout ça pour avoir des valeurs positives. Sinon, j'aurais eu des soucis. Moi, je veux conserver des valeurs positives. Ce qui fait que je vais diviser la valeur ici par 20. Donc si je fais 4 divisé par 20, ça va me donner un tout petit chiffre, mais qui sera quand même positif. Et du coup, ça va me réduire la taille initiale de 1 pour me donner ce tout petit chiffre. Donc là, je fais bien un set local scale, donc ça devrait marcher. On va tester. Donc là, j'ai peut-être un souci déjà. Je vais juste faire une petite modification. Je vais mettre divisé par 5. Je teste. Là, ça me fait quelque chose de tout petit. Et je vais faire diviser par 30. Je teste. En fait, ça modifie bien la taille de mon personnage, hein. Mais je passe de... Si vous regardez ici, ça modifie bien. Ah non, pardon, c'est la position que je regardais. Voilà, si vous regardez ici, le scale, ça modifie bien. Je passe de 0,79 à quelque chose comme 0,85. Par contre, c'est pas assez visible à l'œil nu. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire varier un petit peu la hauteur de votre scène et faire varier cette valeur jusqu'à trouver une valeur qui va bien. Par exemple, si je mets une petite valeur, ça devrait être un peu plus visible. Si je mets 8, on devrait voir plus de variations. Vous voyez, là, il devient quand même plus petit. Hop, hop et hop. Donc il faut un petit peu tâtonner. Et lorsque vous avez la valeur qui vous convient, eh bien vous pourrez la conserver. Mais là, vous avez vu comment faire varier en fait la taille du monstre en fonction de sa position dans la pièce, ce qui fait qu'on a vraiment enfin vraiment, on a une petite impression de profondeur et de 3D, de perspective, même si on reste sur un truc complètement en 2D avec voilà, enfin juste une image. On fait juste varier la taille de l'image, mais disons que voilà, ça provoque son petit effet. On n'est pas trop mal. Une fois que vous avez tout ça, eh bien l'idéal c'est d'externaliser ça dans des variables, hein, pour pas avoir tout ça ici en dur, c'est pas non plus super propre. Donc externalisez ça dans vos variables. Essayez de concevoir vos scènes de façon à toujours positionner par exemple le joueur en position, je sais pas moi, 1, 1, 1. Vous faites en sorte de régler tout ça pour avoir euh, votre personnage qui démarre toujours au centre de la scène. Et lorsque vous créez plusieurs scènes, parce que vous allez créer plusieurs scènes pour votre jeu, hein, vous faites bien attention de toujours placer votre personnage à la même position initiale, et du coup ça vous évite de faire des calculs trop complexes. Si vous conservez la même position, eh bien ça sera plus facile pour vous d'avoir le même effet de profondeur avec vos valeurs ici. Alors je vais peut-être juste mettre ça dans une petite boîte. Et je vais mettre modifier
la taille en fonction de la hauteur. Donc voilà pour ce petit script. Je vais essayer de refaire une petite passe pour que vous puissiez mettre la vidéo en pause pour pouvoir reproduire. Donc ici, je définis la position initiale. Ici, je récupère le clic pour mettre à jour la destination. Alors nous, si vous souvenez-vous, on avait un petit bug. Je vous ai dit d'utiliser le layer mask de façon à ce que le clic ne soit pris en compte que sur un layer mask particulier. Ici, c'est le code pour vous déplacer à une destination. Et ici, c'est le code que l'on vient d'écrire pour modifier la taille du personnage en fonction de sa profondeur sur la scène. Voilà pour ce petit atelier, enfin la réponse à une question qui m'a été posée sur comment créer un mouvement point and click qui va vous permettre de déplacer un personnage à l'endroit que vous aurez cliqué.